Bonjour, la justice et la crise sanitaire. Si lors du premier confinement, la justice était condamnée à s'arrêter, il n'en va pas de même pour ce reconfinement. Édition numéro 1, je précise, reconfinement, puisqu'il peut y avoir d'autres reconfinements, c'est l'avenir qui nous le dira. Bienvenue sur Info 83. Donc je le disais, contrairement à ce qui s'était passé au mois de mars, les tribunaux restent ouverts, et toute l'activité juridictionnelle est maintenue. Dans les prisons, les détenus continuent de travailler, en principe, c'est ce qu'on va peut-être nous confirmer, et peuvent recevoir des visites. La justice toulonnaise, à tout le moins une partie de la justice toulonnaise est avec moi autour de cette table sur ce plateau dans le respect, dans le strict respect d'ailleurs des consignes sanitaires. Tout d'abord, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, Madame Sylvie Bonjour. Motte. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Le procureur de la République, Monsieur Bernard Marchal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Puis enfin le bâtonnier au barreau de Toulon, donc maître Jean-Michel Gary, donc bâtonnier Jean-Michel Gary. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je le disais, donc la justice, c'est le thème et la crise sanitaire. Je ne sais pas qui va commencer, peut-être Madame la Présidente. Comment la justice fonctionne-t-elle pour ce deuxième épisode de la crise sanitaire? On pourrait même dire troisième épisode, puisqu'il y a eu le confinement, le déconfinement, puis le reconfinement. Alors à ce jour, elle fonctionne tout à fait normalement. Nous sommes cependant sur le qui-vive parce que les nouvelles nationales ne sont pas très bonnes. Et nous avons d'ailleurs une réunion à 11 heures ce matin avec les organisations syndicales pour définir peut-être une nouvelle organisation qui n'est pas celle du plan de continuité de l'activité que nous avions connu sur la période du 16 mars au 11 mai. L'objectif, c'est de maintenir l'activité à l'heure actuelle, mais de protéger également, les personnels de justice, les justiciables, les avocats bien sûr, hein, qui sont nos interlocuteurs premiers au quotidien et puis, l'ensemble des personnes qui viennent, au palais de justice pour, toutes sortes de raisons. Ça veut dire que contrairement à ce que j'ai dit en liminaire, donc là, pour l'instant, la justice fonctionne, mais vous avez des inquiétudes? On a des inquiétudes parce les inquiétudes sont nationales. Quand on entend les journaux télévisés ou qu'on lit la presse, on voit bien qu'il y a quand même une vraie discussion sur, les enjeux de ce confinement qui, pour certains, n'est pas suffisant. On a quand même, avec monsieur le procureur, on a un vrai souci. Alors, d'abord, des préoccupations, concernant nos personnels et en même temps, il est nécessaire de maintenir l'activité parce que derrière un dossier, il y a un justiciable, une famille, des individus qui ont besoin, de réponses, rapidement. Il y a beaucoup de retard qui s'est accumulé dû à ce premier confinement. Et là, on rentre dans un deuxième confinement un peu plus léger, on va dire, mais il y a beaucoup de retard. Qui veut répondre, Madame la Alors Présidente sur le toujours, ou volet Monsieur? civil, je vais répondre et je laisserai la parole à monsieur le procureur sur le volet pénal. Sur le volet civil, bien entendu, on a accumulé du retard, surtout, en matière, familiale. C'est là où, effectivement, il y a eu un ralentissement majeur de On parle des l'activité. divorces, là, hein. Oui, voilà, voilà, les divorces et puis tout ce qui est requête, hors et après divorce. Et puis à effectif constant, il faut que, et il nous appartient d'essayer de résorber ces stocks, donc c'est extrêmement compliqué. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, nous dote de ressources humaines actuellement à la suite, des annonces de monsieur le ministre. Mais voilà, c'est un objectif, il faut mettre en fait, il faut faire un plan, sur plusieurs mois, pour essayer de voilà, de résorber ce stock. Le bât blesse à quel niveau? C'est au niveau humain, pardon? C'est-à-dire que avec le stock qu'on a accumulé, le nombre de magistrats, de fonctionnaires, on peut pas, créer des audiences supplémentaires, sans ressources humaines qui pourraient nous être peut-être accordées par la cour d'appel. Parce que la cour d'appel a ce souci aussi de nous aider et de nous accompagner dans cette crise. Monsieur le procureur de la République, vous voulez intervenir? Alors sur l'activité pénale, je rappelle qu'au premier trimestre, la grève des avocats a annulé Ça, c'était dans les 2 premiers mois, hein, les effectivement, 3 de premiers l'année. mois. 3 premiers mois de l'année, ça, en Euh, janvier. Oui, ça a été stoppé voilà. par le début du confinement, finalement. Ouais. Exactement. Donc ça a de fait annulé certaines audiences pénales et les dossiers ont été renvoyés à l'automne. Donc en ce moment, nous jugeons, enfin le tribunal juge des dossiers qui auraient pu être jugés en début d'année. Et puis pour répondre directement à la question de la Covid, au deuxième trimestre, des audiences de fait ont été annulées, n'ont pas été tenues en tout cas de cause, et les dossiers, pour le coup, n'ont pas été renvoyés, ils ont été pour l'instant isolés en attendant que des audiences soient possibles. Simplement, une précision importante au pénal,
Toutes les affaires urgentes, notamment les comparutions immédiates à raison de 3 audiences par semaine, ont été tenues de manière constante depuis le début de l'année, y compris pendant le confinement. De sorte qu'en termes de sécurité publique, l'essentiel a été fait. La sortie de confinement n'a pas permis justement de rattraper un petit peu ce retard, non? Nous Il y a eu nous les vacances judiciaires aussi? nous Donc avons, nous avions décidé, à la sortie de crise là, le 11 mai, nous avions décidé d'avancer à petits pas. Parce que, on n'avait pas beaucoup de lisibilité sur l'avenir, et sur, les suites de ce confinement et puis, de cette pandémie en réalité. Donc l'activité a repris de façon normale, au mois de juin et dans la continuité des propos de monsieur le procureur, je voulais dire que sur le volet civil aussi, il n'y a pas eu d'arrêt de l'activité au cours de la première période, d'accord. hein. Je veux dire les juges des tutelles ont continué par exemple, je les cite eux, ont continué à travailler. Il y a eu les référés en matière familiale, en matière civile qui ont continué. Voilà et on n'a pas été dans un arrêt total D'accord et et nous avons eu des ordonnances et a priori, il y a des discussions en cours au niveau central pour que ces ordonnances soient à nouveau promulguées. On a eu des ordonnances du 25 mars qui nous ont permis, de travailler dans des conditions, dérogatoires au droit commun. alors, bâtonnier, Jean-Michel Garry, si vous souhaitez intervenir, hein, vous pouvez le Oui, faire. oui, mais j'attendais parce qu'effectivement, nous, les avocats, nous sommes auxiliaires de justice et donc nous dépendons directement de ce qui va être décidé quant à la manière dont fonctionne le palais. Nous Mmh. mettons tout en œuvre à notre niveau pour que euh, tout soit fait dans le cas présent pour que les mesures sanitaires soient respectées. Mais lorsqu'il y a eu les plans de continuation, c'est-à-dire pendant le premier confinement, il n'a pas manqué un avocat. Nous avons été présents dans le respect des mesures et nous en avons pris beaucoup dès le départ, mesures de sécurité, mais il n'a pas manqué un avocat pour être présent. Alors c'est vrai que quand on évoque le retard de la justice, nombre de gens ont à l'idée immédiatement de dire oui mais attendez, cette pauvre justice, vous avez fait 3 mois de grève, Ouais. vous l'avez mis à mal et ensuite il y a eu le confinement. C'est vrai, mais il faut quand même relativiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que bon, cette grève d'abord pour les avocats était légitime, d'une part, par rapport au hold-up, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui était en train d'être commis par le gouvernement, qui avait besoin de nos finances pour pouvoir C'était sur les permettre, retraites, hein, oui, c'était sur la réforme des pour retraites, on pouvoir le permettre précise, à hein. terme de financer la réforme alors qu'on n'avait rien demandé et que M. Delevoye Mmh. a inventé d'aller chercher de l'argent chez des avocats alors que nous ne sommes pas du tout concernés par les réformes des régimes spéciaux. Mais, mais il faut aussi dire quand même, moi j'ai pas de devoir de réserve, que la préparation, Contrairement donc à la oui, bien présidente sûr, du mais la tribunal des préparation euh, totalement inorganisée du transfert énorme qu'a représenté la disparition du TGI et du tribunal d'instance pour la transformer en tribunal judiciaire, c'est fait avec des décisions qui ont été prises de mise en œuvre le 24 décembre pour le 1er janvier. Bon, donc c'est vrai que nous avons une part de responsabilité et nous l'assumons dans le blocage vous de ne pouvez pas l'institution. vous ne pouviez pas prévoir, en fait, de toute Bien façon. sûr, Bon. mais si vous voulez, à Toulon, ce qui est un peu une particularité, c'est que à aucun moment nous n'avons, lorsque nous étions en grève, à aucun moment nous n'avons mis en œuvre des moyens qui sont venus mettre à mal l'institution. On n'a pas fait de démarche de blocage comme ça a pu être fait dans d'autres tribunaux. Ce qui fait que quand est arrivé le confinement et quand est arrivée cette catastrophe sanitaire, j'allais dire, nous étions toujours avec monsieur le procureur, madame la présidente, en situation de dialogue, ce qui nous a permis très vite de réagir et de faire en sorte que finalement, et là je vous rejoins madame la présidente, à Toulon, nos justiciables, nos clients, les justiciables ont été mieux lotis qu'ailleurs parce qu'on a tout de suite mis en place, dès que les ordonnances, et même avant d'ailleurs, madame la Oui, présidente, tout à fait. on avait réfléchi de concert pour dire comment peut-on faire continuer l'activité, parce que pour les justiciables, la justice, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Quand vous avez des procédures en cours, vous dire on ne sait pas ce qui va se passer, c'était insupportable. Donc, nous avons travaillé ensemble pour que tout de suite soit mis en place une possibilité de continuer à juger les dossiers. Et tout le monde s'y est plié, au niveau du tribunal, au niveau du greffe, au niveau des avocats. Ça n'a pas été simple, mais ça a été fait. Il Alors, faut le dire. est-ce qu'on peut le quantifier, ce retard, peu ou prou? Bah, sur le civil, par exemple, les affaires familiales, c'est à peu près 800 procédures, hein. On a pris Mmh. voilà,
Dans les stocks, je crois que On a vu, c'est dans les stocks. pardon, je vous coupe, on a vu au tribunal de Montpellier, par exemple, qui est notre tribunal judiciaire Ouais, également de Montpellier, un des petit délais peu plus. d'attente qui s'allongent, hein, et on parle de tentatives de conciliation, pas avant mars 2021, on en est Oui, au alors, même point. je vais vous donner un exemple très Mmh. précis. Hier, parce qu'on a des problèmes d'effectifs au tribunal judiciaire de Toulon, je suis allée prendre une audience à la chambre de la famille, une audience sur requête, hein. Donc, c'est les Mmh. gens qui viennent après une décision de divorce ou pour régler les effets d'une séparation. Les dossiers que j'avais, il y avait une vingtaine de dossiers, c'était des dossiers de octobre, novembre 2019. Donc, voilà, je veux dire, vous venez en justice pour voir modifier un droit de visite et d'hébergement sur un enfant. Voilà, une Il va falloir requête compter de quoi? Un an de d'octobre. retard, finalement, dans le traitement des dossiers? Ça dépend, il faut essayer de le rattraper, mais sur la chambre de la famille, on a accu le stock a augmenté de 500 dossiers à peu près, hein. Voilà, et effectivement, les délais. Alors je pense que là, actuellement, on audience sur le mois de mars, un peu comme à Montpellier. Mmh. Est-ce qu'il y a des priorités dans les dossiers que vous traitez ou pas du tout? Il y Tout a est des su prioritaire, Tout est tout est prioritaire? prioritaire. Parce que quand c'est la chambre de la famille, on est, au cœur de la famille, hein, les décisions qu'on prend, donc c'est prioritaire. Vous avez la protection de l'enfance, c'est prioritaire. L'application des peines, c'est le sort des détenus, à l'établissement de la Farlède, ça aussi, ça reste prioritaire. Alors après, c'est vrai que ce qu'il est un peu moins, c'est le civil pur, c'est-à-dire, l'activité des chambres civiles qui traitent, problèmes de responsabilité, de construction, de contrat, de droit bancaire. C'est un peu moins prioritaire, mais ces dossiers, il faut les traiter également parce que dans une affaire de construction, vous avez des gens avec une maison qui est fissurée, un toit qui Ouais. s'écroule et là aussi, il faut rendre des décisions de justice. J'imagine que vous devez avoir, bâtonnier Gary, des pressions de la part de vos clients? Ça doit être, dur à gérer? C'est très compliqué dans la mesure où nous avons plusieurs soucis toujours à l'esprit. On a d'abord le souci des clients et des justiciables. On a le souci aussi, j'allais dire, en tant que chef d'entreprise, de pouvoir faire fonctionner nos cabinets dans des conditions qui permettent de payer les salariés, les collaborateurs, enfin l'ensemble des personnels et nos charges. Et puis on a aussi, quelque part, et ça c'est peut-être aussi une particularité un peu à Toulon, mais on a toujours été soucieux de notre tribunal. Je dis notre tribunal. Et les avocats sont soucieux de leur tribunal. Nous n'aimons pas quand on dit qu'à Toulon c'est la pagaille et que ça fonctionne pas. Mmh. Et tous les avocats défendent leur tribunal, auquel nous sommes très attachés. Donc si vous voulez, il y a toujours eu cette espèce euh, de sentiment que c'était notre tribunal et du coup on veut le préserver et le barreau fait tous les efforts possibles dans la discussion pour essayer de faire tourner la machine et Mmh. elle tourne difficilement. Pourquoi? Juste deux mots. Oui, allez-y. Pourquoi elle tourne difficilement? D'abord parce qu'on a un bâtiment qui est compliqué à faire fonctionner parce qu'il est vétuste. Dieu merci, des travaux sont annoncés. J'espère que cette fois-ci, comme il y a 35 ans, ils vont pas être repoussés au calendrier grec avec le Covid, mais ça n'a pas l'air Le d'être le message cas. est passé. Le message est passé, c'est le premier point. Deuxième point, on a à Toulon un sous-effectif, il faut le dire. Moi, je peux le dire, on a un sous-effectif chronique. Et au niveau des magistrats, on a un sous-effectif qui impacte un tribunal dans lequel c'est déjà compliqué de fonctionner avec tous les sites, parce que la plupart des tribunaux sont regroupés. Nous avons 4 sites. Donc c'est compliqué en termes d'organisation. Et puis on a aussi de temps en temps un problème de personnes avec des magistrats qui peut-être ne font pas ce qu'ils devraient faire. Parce que quand un avocat ne travaille pas, on en change. Et quand un magistrat travaille pas beaucoup, on peut pas en changer. Mmh. Et voilà, c'est pas politiquement correct, mais je le dis. Je le dis parce qu'il faut que les justiciables le sachent à un moment donné. C'est pas nécessairement la responsabilité de l'institution, c'est pas nécessairement la responsabilité des avocats. Madame la présidente du tribunal Alors, judiciaire, je suis Sylvie un peu Motte. froissée parce que vient de Désolé. dire monsieur le bâtonnier, Oh! j'ai une Il équipe, faut pas faire ça, bâtonnier. j'ai une Désolé. équipe de magistrats, extrêmement investis, mobilisés, qui a été présente pendant, la première période de confinement. Des fonctionnaires également qui sont très investis. Bon voilà et la difficulté effectivement, c'est celle de première difficulté, les effectifs puisqu'actuellement je suis sur, il y a 41 magistrats au siège, hein, je suis intégrée dans ce chiffre et il y a, actuellement, 5 magistrats absents ou postes vacants, voilà. Les fonctionnaires, il y a un taux d'absentéisme, important pour des raisons, nombreuses. Nous avons demandé avec monsieur le procureur à la directrice de greffe un rapport, sur cette situation parce qu'on veut savoir précisément
pour quelles raisons ce taux d'absentéisme est important. Mais je maintiens que les magistrats, dans leur ensemble, sont très, très mobilisés sur l'exercice de leur activité Le juridictionnelle. télétravail, vous Alors l'avez le mis en place? télétravail, justement, on rencontre les organisations syndicales tout à l'heure et je vais avec monsieur le procureur et on va en parler. Le télétravail, bien sûr, il faut qu'il soit développé, renforcé. Donc on l'a mis en œuvre, mais la difficulté que nous avions pour les fonctionnaires, c'est que nous n'avions pas d'ultra portable. C'est-à-dire qu'un magistrat, lui, il a un ultra portable. Il peut travailler à partir de son domicile, mais les fonctionnaires n'avaient pas. Vous savez, les fonctionnaires, les magistrats, ils travaillent en binôme. Donc là, on a un déploiement de 26 ultra portables pour les fonctionnaires et nous avons décidé avec monsieur le procureur de les attribuer dans une répartition équitable entre les différents services, que ce soit ceux du civil ou du pénal. Voilà. C'est difficile d'être réactif dans une administration comme la vôtre? Non, Non? nous sommes très réactifs. Très réactifs? Monsieur le procureur, et moi, on est là tous les jours, y compris quand on était C'était pas au une cœur attaque de à la madame crise. la Non, non, mais je présidente. sais bien, au cœur de la crise. Après, c'est vrai que les ressources humaines, eh ben, elles viennent de Paris, c'est l'administration centrale, et là, ça prend un peu plus de temps. Parce que il faut que c'est la cour après, hein, il y a plusieurs échelons et que personne n'était préparé à cette crise. Voilà, je Mmh. crois qu'il faut quand même le reconnaître. On n'a pas vu venir la crise et que c'est la première fois que nous sommes confrontés à un épisode comme celui-ci. Et par rapport donc au confinement du mois de mars au mois de mai, justement, vous en avez tiré des enseignements? Est-ce que vous avez agi, monsieur le procureur, peut-être, Oui. Bernard Marchal? Au pénal, on a mis en place un échelonnement des convocations de façon à éviter des concentrations humaines trop importantes dans les salles d'audience, éviter les clusters pour faire court. Mmh. Les foyers, en fait. De sorte que les affaires sont prises successivement en évitant une trop grande promiscuité. Donc ça, c'est l'enseignement tiré du premier confinement. Et puis, la mise en place d'équipements dans les salles d'audience, notamment du plexiglas, Voilà. un éloignement physique, des gestes barrières, etc., de sorte que on évite quand même des problèmes principaux. Parce que un dossier papier, c'est un vecteur de transmission. circulation du Covid qui est remarquable. Et au pénal, nous avons des dossiers de comparution immédiate, c'est-à-dire des dossiers qui passent dans les 24 ou 48 heures après la garde à vue. C'est des dossiers vivants à tous égards, hein. Donc, il est important de prendre des précautions. Mais on arrive à la faveur des leçons du premier confinement à fonctionner. Et ce qui est important pour les justiciables de savoir, c'est que les faits pénaux les plus graves, je le répète, par exemple des violences intraconjugales, infraconjugales graves, des violences sur les forces de l'ordre, des cambriolages et autres, restent jugés dans les 24 ou 48 heures après la garde à vue. C'est la question que ça fait partie des priorités, Et ça même si tout est prioritaire. ça fait partie des priorités pénales, ce qui ne signifie pas que les autres dossiers sont délaissés, À mais négliger, oui. ils n'exigent pas une réponse aussi rapide de la justice. Madame Oui, la présidente. je voudrais revenir sur la question de la réactivité. Par exemple, sur les ordonnances de protection, on a été très vigilants pendant la période de confinement, en On dialogue va rappeler avec. ce que c'est que les ordonnances de... C'est les mesures qui sont prises pour protéger les femmes ou les hommes victimes de violences. Donc voilà, le juge aux affaires Et il y en a. familiales prend des décisions voilà, qui ont des conséquences assez lourdes sur le fonctionnement de la famille, mais décisions qui tendent à protéger la victime et les enfants, bien sûr, qui sont souvent les témoins de ces violences. Nous avons été très réactifs. Voilà, on a organisé rapidement un comité de pilotage sur les ordonnances de protection, la mise en place d'une permanence quotidienne du côté des juges aux affaires familiales. Et ce que je voulais dire également, c'est que nous avons des permanences d'accès au droit sur tout le département parce que je suis présidente du conseil départemental de l'accès au droit du Var et monsieur le procureur en est le vice-président. Ces permanences sont animées pour nombre d'entre elles par les avocats. Et très rapidement, avec monsieur le bâtonnier, on a décidé que les permanences seraient maintenues alors que les locaux, les lieux de permanence étaient fermés. Mais on Mmh. a organisé des permanences téléphoniques pour que les personnes en demande d'informations juridiques, sachant que sur la première période de confinement, le palais de justice, l'accès au palais de justice était vraiment très limité. On a offert cette possibilité à nos concitoyens de pouvoir avoir au téléphone un avocat ou une association spécialisée pour évoquer des problèmes et trouver une issue possible au conflit latent.
Voilà, et en l'occurrence, oui, Oui, il faut pas se je méprendre m'attends. sur mes propos. Le tribunal a fonctionné, le système a fonctionné parce qu'il y a une très grande implication de la très grande majorité des personnels et des magistrats. Et Mmh. que s'ils n'étaient pas là et s'ils n'étaient pas aussi impliqués dans leur rôle, avec les moyens qui sont les nôtres, j'allais dire, les nôtres, nous concitoyens, qui sont ceux de la justice, le système ne fonctionnerait pas, il faut être clair. Mmh. À ce niveau-là, il faut être clair. Et c'est la raison pour laquelle, aussi du côté des avocats, nous avons été présents à la première demande Ah et à la oui. première sollicitation. Nous avons été présents pour justement servir de relais vis-à-vis des clients, puisque le palais était fermé, servir de relais vis-à-vis de nos clients, porter l'information, et nous sommes là aussi pour ça. C'est pour ça que nous sommes là tous les trois. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, comme on le voit de temps en temps, entre le parquet, le président, les avocats, la bâtonnière, la présidente. Pas du tout. Nous fonctionnons dans l'intérêt de la justice et de nos concitoyens. Et il faut que tout le monde en ait bien conscience. Et c'est une fonction importante de l'État que nous avons, nous, modestement, les avocats, entre nos mains aussi, puisque nous la présentons, nous présentons les demandes devant la juridiction. Donc, on forme un tout quelque part. C'est cette vision-là qui est importante. C'est vrai que l'objet effectivement de ce rendez-vous, c'est de rassurer les justiciables. La justice fonctionne et on rentre d'ailleurs dans les détails, dans les méandres, dans le fonctionnement donc de la justice de la métropole toulonnaise, bien sûr. Alors les avocats justement bâtonniers, les avocats ont payé la facture d'une justice au ralenti avec des rémunérations qui n'ont pas été Alors, c'est là au encore, rendez-vous. j'allais dire, les avocats ont vécu ce qu'ont vécu beaucoup d'entreprises, parce que nous avons la particularité d'être donc effectivement des auxiliaires de justice qui travaillons avec une institution intimement avec elle au jour le jour, mais nous sommes aussi des entrepreneurs et donc notre inquiétude était que nous n'avions pas les moyens, nous, directement, de pouvoir faire en sorte, à part le dialogue, hein, bien évidemment, mais de faire en sorte que la fermeture qui avait été décrétée des palais, les portes puissent un peu s'entrouvrir. Alors, nos confrères ont effectivement souffert économiquement, continuent d'ailleurs aujourd'hui à souffrir économiquement parce que la situation est difficile, même si dans le confinement numéro 2, euh, à la différence du confinement numéro 1, où nous avons souffert mais nous avons continué à fonctionner, quand le tribunal le permettait, avec les moyens qui viennent d'être évoqués, c'est-à-dire avec une intervention des avocats lorsque les affaires urgentes se trouvaient fixées, dans le cadre des gardes à vue sur le plan pénal par exemple, dans le cadre de l'assistance des mineurs, il y a toujours eu des avocats qui ont été désignés, qui sont intervenus, même au plus fort de la crise numéro 1. Avec la crise numéro 2, le schéma est différent, puisque sans doute mieux compris par le garde des Sceaux quant à la manière dont nous fonctionnons, je dis nous, la justice, parce que c'est difficile de faire fonctionner la justice sans les avocats. Parce que c'est difficile de pouvoir juger quelqu'un s'il n'y a pas d'avocat, parce que le droit de la défense n'est pas respecté. Mmh. Donc ce qui s'est passé, c'est que la décision qui a été prise le décret du 23 octobre, permet au cabinet d'avocats de rester ouvert et surtout permet de manière dérogatoire, même si ça n'est pas sur les attestations qui ont été diffusées dans la presse et ailleurs, mais l'article 4.3 du décret permet de pouvoir dérogatoirement aller à un rendez-vous chez son avocat dans l'optique de permettre la défense pour des comparutions devant le tribunal ou pour des audiences. Donc, si vous voulez, cette exception dérogatoire de sortie, on n'est pas obligé d'aller promener son chien, on peut aller aussi voir son avocat. Et la comparaison est peut-être un peu légère, mais pour autant, c'est la réalité, il faut le savoir. Et donc, ça permet effectivement de fluidifier aussi le fonctionnement du tribunal. Parce que le paradoxe auquel nous avons été confrontés pendant la première vague, c'est qu'il y avait des dossiers qui pouvaient être passés avec les méthodes que nous avions mis en œuvre et qu'on ne pouvait pas passer parce qu'on n'avait pas eu de contact avec les clients, parce que tous les clients n'ont pas des scanners et des photocopieurs pour pouvoir envoyer par Internet des pièces à leur avocat. Bien sûr. Donc ce problème aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Et évidemment, ça nous facilite beaucoup la vie, même si, il faut être clair, les petits entrepreneurs individuels que sont les avocats souffrent beaucoup et malheureusement en tant que bâtonnier, je constate que nombre d'entre eux sont quasiment au bord de la cessation des paiements, voire déjà presque au-delà. Combien d'avocats sur la métropole? 500, un peu plus de 500 aujourd'hui. Et nous craignons très franchement que peut-être 10% d'entre eux n'arrivent pas à passer l'échéance de 2022, parce que avec les mesures actuelles gouvernementales, nous sommes tous sous ballon à oxygène, sous assistance respiratoire.
Alors, on parle d'assistance respiratoire avec le Covid, et là c'est très sérieux, Ouais, dans vous les voulez hôpitaux. pas faire de parallèle, mais il faut savoir malheureux, ouais. que économiquement, mes confrères sont sous masque à oxygène, pour nombre d'entre eux, depuis déjà 4, 5, 6 mois. Bâtonnier, Jean-Michel Garry, vous avez vu cette pétition, ces avocats, 200 avocats et juristes qui appellent au déconfinement. Vous avez eu vent de cette tribune? Vous savez, l'objectif, c'est pas de faire de la polémique. Quand on est face à quelque chose de grave, il faut se serrer les coudes. Il sera temps après de dire qui avait raison, qui avait tort, etc. C'est vrai qu'en bon sens, il y a un certain nombre de choses que tous les concitoyens et tous les citoyens que nous sommes avons du mal à comprendre. Après, c'est toujours difficile. Vous savez, c'est comme au football, hein. En France, il y a 50 millions de sélectionneurs. Voilà, c'est ça. Et là, on est dans le même schéma. Tout le monde a son idée, bon, même si c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Parce que quand on se retrouve tous le samedi matin, puisqu'on continue à travailler dans les supermarchés et on ne peut pas aller ailleurs puisque les commerces sont fermés, on se pose quand même la question de savoir si ça ne serait pas moins risqué d'aller chez un petit commerçant qui prend par ailleurs les mêmes précautions et qui, lui, peut dire à ses clients « Attendez, 2 dans mon magasin, les autres vont rester dehors sur le trottoir ». C'est juste du bon sens. On se pose la question de savoir si de temps en temps, ils vont acheter leur pain, ceux qui nous gouvernent. Voilà, c'est la seule remarque polémique que je ferai. Mais si vous voulez, je la fais aussi parce que je pense que les petits commerçants et les petits entrepreneurs vivent ce que vivent mes confrères, c'est-à-dire la peur du lendemain économique. Voilà, ils ont tous des familles, ils ont tous des charges, ils ont tous des enfants. Et c'est une vraie inquiétude. Et il faut que aussi les justiciables le comprennent. Nous travaillons dans leur intérêt, mais il faut aussi qu'on survive, in fine. Voilà pour la première partie de ce rendez-vous. Donc le tribunal fonctionne donc normalement, quasi normalement. On aura des réponses. Donc vous disiez, Madame la Fonctionne Présidente. normalement Ah oui, il Il fonctionne aujourd'hui. normalement. Oui, Donc oui, normalement, il fonctionne parfaitement normalement. dans son entièreté. Et tout le monde est motivé pour qu'il continue. Avec peut-être donc des modifications, vous le disiez en On liminaire. va voir, On va voir. on a une réunion à 11h, on verra. Avant de parler de la deuxième actualité, on va s'adresser plutôt donc cette fois-ci à Monsieur le procureur, c'est-à-dire le contexte insécuritaire par rapport aux derniers attentats notamment, et pour faire la transition, moi je vous propose de faire un état des lieux de la délinquance dont les indicateurs ont certainement baissé les premiers mois de l'année, dû notamment au confinement. Vous confirmez? Alors les chiffres de la délinquance constatée, puisqu'on insiste toujours sur ce terme, entre la délinquance réelle et celle qui est constatée, sont à la baisse. Mais sur l'année, les statistiques... Au mois 11, donc, ils sont à la baisse. Les statistiques établies fin octobre affichent une baisse comprise entre 15 et 20%. Mais il est vrai que pendant le premier confinement, par exemple, si on prend un exemple, celui des cambriolages, les cambriolages ont baissé de 25%. Pour une raison toute simple, c'est parce que les gens étaient chez eux. Donc, mécaniquement, les cambriolages ont baissé. Les infractions routières ont évidemment baissé puisque personne ne pouvait plus circuler. Donc, vous voyez, alors, on avait parfois des excès de vitesse très importants parce que pour le coup, les routes étaient bien dégagées. La surveillance aussi a été diminuée. Alors, quand je parle de surveillance, les contrôles ont été diminués pendant cette période aussi. Sauf pour ce qui concerne le respect du confinement. Là, les verbalisations ont été massives. Ce qui fait que ça réduit la circulation. Donc, c'est vrai que globalement, la délinquance a baissé. En revanche, qu'en est-il de la réalité? Moi, je pense qu'au début du confinement, par exemple, les trafics de drogue ou autres ont certainement baissé parce qu'on avait l'impact du confinement. En revanche, dans la deuxième partie du confinement, d'après les constatations qui pouvaient être faites dans certains lieux de vente, ça avait repris de plus belle. De sorte que là, l'activité économique, si vous me permettez ce trait d'humour, était au beau fixe. Justement, vous en parlez, la lutte contre le trafic de stupéfiants, où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a des nouveaux moyens qui sont mis en œuvre, toujours dans ce contexte un peu d'insécurité galopante, inquiétante, même de violence? Les nouveaux textes ont été mis en œuvre, ils consistent à pénaliser l'achat de drogue. Et justement, les mesures, les moyens mis en œuvre par la justice pour... Alors, est-ce que c'est beaucoup plus dur qu'avant? Cette pénalisation de l'achat de drogue se fait sur un plan, je dirais, quasi administratif. C'est-à-dire, c'est des paiements d'amende. Donc, la justice ne traite pas ce contentieux qu'elle n'aurait pas été en mesure d'absorber.
Donc, c'est clair que ça a radicalisé d'ailleurs les relations entre les forces de l'ordre et les dealers de quartier. C'est-à-dire, certains incidents ont été sans doute motivés par ça. Maintenant, le chiffre noir de la délinquance en matière de trafic de drogue est tellement important qu'il est quasiment impossible de dire dans quelle proportion ça a baissé ou pas. Mais je pense que cette manière d'appréhender et de, je dirais, gêner l'achat de drogue est une méthode qui, si elle est maintenue et à long terme, peut être utile. Est-ce que pendant le déconfinement, donc il y a eu une recrudescence d'actes délictueux, de la criminalité? Pendant le confinement, Non, après, à la sortie du confinement? on n'a pas vu une explosion. Non, Non, on n'a non. pas vu une explosion. Simplement, on Ça a calmé les esprits, le confinement? on a vu une société refonctionner normalement avec le pendant d'une société libérale où les libertés publiques sont respectées, la possibilité, et ça c'est le côté un peu sombre des libertés, la possibilité pour les gens malveillants de commettre des infractions, mais pas plus. On n'a pas eu un effet rattrapage. C'est ce que je veux dire. C'est ce qui fait d'ailleurs que fin octobre, la délinquance globale constatée a baissé. Sur des items comme les vols ou autres. En revanche, sur les trafics de drogue, il faut rester très très prudent. Hein. Est-ce qu'il y a une augmentation, je suppose, du côté enfin, en ce qui concerne les violences conjugales? Ça, oui. Alors, le nombre de procédures a nettement augmenté, de l'ordre de 50%. Ça démontre que le système, d'ailleurs, est crédible, puisque les victimes font appel à la justice. Et il est d'autant plus crédible, comme je l'ai dit, que même pendant le confinement, les faits les plus graves ont été sanctionnés immédiatement. Et puis, lorsqu'ils ne sont pas sanctionnés immédiatement, des mesures comme le téléphone grave danger qui équipe les victimes, ou les mesures de contrôle judiciaire qui imposent des obligations aux hommes violents, permettent de réduire le phénomène contre lequel on lutte, c'est le féminicide, c'est-à-dire la mort de femmes sous les coups de leurs compagnons. Donc, un système qui est suivi, et puis les magistrats du service de la famille ont mis en place une commission qui permet de suivre les prévenus qui sont identifiés comme étant violents, de façon à éviter, avant l'audience, une réitération, voire des drames. Et cette méthode semble payante pour l'instant en termes statistiques. Et la délinquance routière, monsieur le procureur, alors est-ce qu'on peut faire un point? Depuis la sortie de confinement, ça a repris son cours? Ou bien, La délinquance routière, dès lors que le trafic routier a repris, est revenu à son niveau antérieur. Avec une précision pour ce qui concerne le Var, mais c'est plus vrai du Haut-Var parce qu'il s'agit de routes départementales ou nationales. Dans le Var Sud, on est dans une zone plutôt urbaine, mais le Var a un taux d'accidents mortels supérieur à la moyenne nationale. Oui, quand même. Ah oui, oui, ça c'est une constante. Ça tient au fait que ces routes où la vitesse légale est dépassée restent dangereuses. Le niveau élevé de la menace terroriste, on en parlait tout à l'heure, et puis ça sera d'ailleurs la dernière question, je crois. Et le passage de la posture Vigipirate au niveau urgence attentat. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place? Où en est-on ici dans le département, enfin dans la métropole toulonnaise? Alors, Vigipirate est piloté par le préfet, donc ils ont identifié un certain nombre de sites tels que les écoles, les lieux de culte, qui font l'objet de gardes statiques. Pour ce qui est des sites judiciaires, on a obtenu des rondes dynamiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garde statique permanente devant le palais de justice par des policiers, mais des rondes beaucoup plus fréquentes par les policiers du tribunal de l'attente gardée, ou alors par des rondes normales de policiers qui surveillent les abords du palais. Mais si vous prenez le palais de justice de Péry, vous avez le lycée Bonaparte qui est juste à côté, où une garde statique par des militaires existe, de sorte que je dirais par un effet de transparence, de proximité, quelque part le palais est quand même surveillé d'une certaine manière, parce qu'on ne comprendrait pas que ces 4 militaires qui sont en face du palais de justice restent inertes s'il y a quelque chose se produisait sur les marches du palais de justice. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Madame la présidente du tribunal judiciaire, bâtonnier Jean-Michel Gary, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Non. Non. Voilà, donc on arrive